Le processus de mon discours aujourd'hui, c'est dire que le gouvernement, le régime de Ghazouani a échoué sur tous les plans. Le premier échec, c'est qu'il disait, il sortait des chiffres, qu'il y a une réussite économique extraordinaire dans le pays. Mais vraiment, on voit que maintenant, ils sont dans l'austérité totale. Et ils disent que le détroit d'Ormuz, dans 2 jours, le détroit d'Ormuz a éclaboussé cette réussite économique qui n'existe plus depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz. On assiste au renchérissement du gaz, du carburant et de toutes les matières de première nécessité. La montée exponentielle des prix. D'où la multiplication des fardeaux des ménages mauritaniens. La crise économique s'est installée totalement et de manière brusque. Et le recours, c'est quoi? C'est encore alourdir les impôts, alourdir le fardeau des populations à travers les impôts. Même les téléphones des catégories qui n'étaient même pas taxées maintenant sont taxées et retaxées et lourdement taxées. Donc, il y a une crise économique que vivent les Mauritaniens. L'autre crise, c'est la crise politique. Ils ont appelé à un dialogue, le pouvoir, mais quelle était la finalité du dialogue? Maintenant, c'est le blocage total, c'est la débandade. Parce que eux, pour lui, le dialogue, c'est de soutirer le seul acquis qui reste de la démocratie qui était fondée par ses prédécesseurs. Le verrouillage des mandats présidentiels. Il veut le déverrouiller. C'est à cause de la crise entre lui et l'opposition dialoguiste. Parce qu'il a déjà soutiré à cette opposition d'autres acquis, durement acquis. Il les a soutirés en 2022, c'est-à-dire l'organisation des élections. Et il a introduit une proportionnelle qui élimine l'opposition dans tous les conseils municipaux et régionaux du pays. Et qui introduit l'enrôlement de loin sur la liste électorale. Ce qui a décimé l'opposition et ce qui a totalement aboli toutes les chances de réussite face au pouvoir. Parce que le pouvoir a l'argent, ils peuvent enregistrer les gens là où ils veulent, ils peuvent les transporter. Alors que les autres non. Parce que le pouvoir a l'argent de l'État. Il y a cette crise. Mais il y a aussi la crise sociale. Ghazouani est en train d'envenimer les relations entre les communautés mauritaniennes. Maintenant, il est en train de mener une action de sape entre les Maures et les Hratin. C'est pourquoi les lanceuses et lanceurs d'alerte, les défenseurs et les défenseurs des droits des Hratin, dans les organisations de défense des droits de l'homme comme ERA, sont maintenant emprisonnés. Il n'y a plus les seules lois qui sont maintenant appliquées en Mauritanie, c'est les lois liberticides. Les lois sur la cybercriminalité et les lois sur les symboles. Les lois sur la délinquance économique sont maintenant suspendues. Les grands prévaricateurs que la Cour des comptes a indexés, que l'inspection générale d'État a indexés, ne sont pas inquiétés. Les grands réseaux de la drogue, les trafiquants de drogue ici, ne sont pas inquiétés, même si les gendarmeries et la police les arrêtent, le pouvoir les libère. Mais ce qu'on indexe, la justice active quand il s'agit de bâillonner les défenseurs des droits de l'homme ou les gens, les opposants, qui veulent jouir de leur liberté de parole.
C'est pourquoi on n'emprisonne que ces gens. Les autres sont libres. Et l'État traite leur dossier avec beaucoup de laxisme, de magnanimité et de complaisance. C'est une autre crise à dimension juridique. Il y a une crise entre les pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Parce que le pouvoir judiciaire, maintenant, est instrumentalisé au profit de Ghazouani pour pourchasser ses opposants. Et le pouvoir législatif, maintenant, il est humilié. Parce qu'on prend les députés, on les emprisonne, sans passer par le Parlement pour lever leur immunité. Et on a le pouvoir exécutif à fermer la télévision parlementaire à travers laquelle les députés opposants faisaient passer leur message. Elle est interdite maintenant, elle est close. Et il y a aussi des crises sécuritaires. La sécurité intérieure dans les villes, elle laisse à désirer. Et la sécurité extérieure aussi. Le pouvoir ne fait rien pour apaiser de manière définitive, bien que nous saluions le sang-froid à travers lequel le pouvoir gère ses relations avec nos voisins, les pays frères, mais on aimerait régler les problèmes avec eux, au lieu de laisser le feu couver sous les cendres. Voilà donc, nous dénonçons tout ça, et à travers ces échecs, on veut que les Mauritaniens tirent les conséquences. Ghazouani et ses proches sont en train de s'enrichir au détriment. Il est en train de laisser ses proches s'enrichir au détriment des populations dans tous les secteurs de l'or, de la pêche, le secteur des carburants, des hydrocarbures. Et nous appelons les Mauritaniens à rester unis, à ne pas accepter la division, à rester unis et à exiger le départ de Ghazouani le jour même où il finit son mandat qu'il a obtenu par la violence, par le sang et les larmes des Mauritaniens, mais pas par le vote. Voilà, je vous laisse poser la question. Il y a un article qui interdit l'arrestation des députés avant la levée de leur immunité parlementaire en bonne et due forme. Et le pouvoir de Ghazouani a décidé de violer la loi et d'agresser le Parlement, d'agresser le pouvoir judiciaire en arrêtant Kamou et Mariam, les deux députés. Je pense que la démarche de Ghazouani en arrêtant les députés, elle est due à plusieurs paramètres, plusieurs causes. La première cause, c'est qu'il a envie, lui, comme à son habitude, de les arrêter dans un commissariat de police et de les mettre dans des conditions difficiles, pénibles, pour les obliger à déclarer des excuses. Ça, c'est le système Ghazouani qu'il fait à tous les gens. On arrête quelqu'un, on les met dans des conditions injustes, hors la loi, dans des conditions de torture physique et morale. C'est ce qu'il a fait à beaucoup de blogueurs qui ne peuvent voir personne. On les arrête à la police dans des conditions difficiles, personne ne peut les voir, ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. On leur dit voilà, si vous écrivez ou vous enregistrez des excuses, on vous libère. Si vous ne le faites pas, vous restez ici. Et il a réussi à faire passer aux aveux, aux faux aveux, beaucoup de gens par cette méthode. Et je pense qu'il voulait que Mariam et Kamou fassent des aveux.
Mais moi, personnellement, je pense que c'est peine perdue pour eux. Tel que je connais les deux femmes, elles ne passeront jamais aux armes. Même si elles sont tuées. Deuxièmement, s'ils demandent la levée de l'immunité parlementaire, ça va créer un débat public. Parce qu'il faut que le Parlement convoque une plénière de l'Assemblée nationale pour débattre de la levée. Mais Ghazouani est un homme qui n'aime pas le débat. Ghazouani est un homme qui n'aime pas le débat, qui n'aime pas la parole, qui aime régler les problèmes par des deals, sans parler. L'autre problème, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a à peu près quelques mois, Ghazouani avait demandé la levée de l'immunité des députés Kamou et Maria. Il a envoyé la demande de lever au président de l'Assemblée, Oulmeguet, mais Oulmeguet n'a pas levé cette immunité. Il n'a pas convoqué le bureau pour la discuter, il ne l'a pas levé. Pourquoi? Parce que des proches de Ghazouani avaient demandé la levée de mon immunité à moi. Et Oulmeguet a levé cette immunité de manière très rapide. Sans discussion. Sans discussion. Mais lorsqu'il a levé, après, la justice n'est pas venue me chercher. Oulmeguet s'en est trouvé diminué et il n'a pas voulu lever la fois passée l'immunité de Kamou et de Mariam parce qu'il ne veut pas être ridiculisé. Et c'est pourquoi, une seconde fois, et c'est pourquoi maintenant Ghazouani a dit que c'est plus facile d'arrêter les femmes sans passer par l'immunité. Voilà. C'est vrai. Théoriquement, Mokhtar Dada et Modibo Keïta en 1964 ont tracé cette frontière de 2500 km depuis le fleuve Sénégal jusqu'à la frontière du Mali. Mais en réalité, les populations continuent de vivre de part et d'autre de cette frontière sans distinction, sans séparation. Et même sur le plan économique, je dois dire que cette frontière est une frontière théorique. Pour les problèmes de sécurité, c'est vrai, il y a le terrorisme au Mali, il y a beaucoup d'injustices que les gens essayent de transférer chez nous et même de dire que la Mauritanie est complice. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que cette année, en ce mois d'avril, au mois de mai, les Mauritaniens éleveurs, qu'ils soient du Tagan, de l'Assaba ou des deux Rhodes, sont malheureux parce que leurs animaux traversaient la frontière sans aucune difficulté pour aller vivre sur les ressources naturelles au Mali et jusqu'à la frontière du Sud. Cette année, la frontière étant fermée, je dois dire que notre peuple mauritanien souffre beaucoup. Et les animaux du Nord sont venus se mettre sur la frontière. Je crois que si d'ailleurs ce problème n'est pas réglé, c'est un problème économique sérieux, un problème social très sérieux pour le peuple mauritanien. Et ça, il faut en être conscient. Donc ce problème de frontières entre États africains, ce n'est pas un mince problème, ce n'est pas un simple problème, c'est un problème qu'il faut bien prendre en main et négocier rapidement pour trouver des solutions au profit des populations frontalières, de part et d'autre, mais surtout les populations nomades, les populations d'éleveurs mauritaniens qui ont des animaux qui doivent vivre au Mali. Tout le monde maintenant est à la frontière du Guinée-Maka, mais le Guinée-Maka ne peut pas nourrir tous les animaux de la Mauritanie. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit le président. Il faut non seulement régler le problème de manière responsable, mais de manière aussi réaliste, et pacifique dans l'intérêt des populations. Merci beaucoup. Mais oui, et mais Andy mi fenata
Et encore événement où dit garde de pénétami. Ça ne va pas me démentir. Je savais, oui, je savais que tel qu'il a annoncé le dialogue, je savais que Kazouani n'est pas sincère. Parce que si lui, il dit qu'il y a utilité du dialogue, que le dialogue est indispensable, lui, en tant que chef d'État, c'est lui l'initiateur du dialogue, il doit poser le décor, planter le décor. Il doit dire pourquoi moi, Kazouani, doit faire un message à la nation. Pourquoi moi, le président, je dis qu'il y a un dialogue et qu'il est indispensable de faire un dialogue. Je le dis parce qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. Et je veux qu'on les résout. Et j'appelle l'opposition à les résoudre. Avec moi. Mais lui, il ne peut pas parler, énumérer des problèmes. Il y a des problèmes, mais il ne peut pas énumérer ça. Pourquoi il ne peut pas énumérer ça? Parce que les problèmes, c'est à cause de lui. Si lui, il veut régler un problème dans la Constitution ou un problème dans le domaine électoral, s'il veut les régler, il doit savoir que nous, on doit poser d'autres problèmes. Parce que pour nous, il n'y a pas la liberté de la presse. Pour nous, les médias ne sont pas ouverts. Pour nous, il y a la gabégie. Pour nous, il y a l'égalité devant la loi. Pour nous, il y a l'esclavage. Il y a la cohabitation et le pass humanitaire. Il y a des tas de problèmes. Il ne veut pas commencer à compter les problèmes, parce que s'il les compte, nous aussi, on va compter. C'est pourquoi il dit, moi, je ne veux rien. C'est vous, l'opposition, et les partis de la majorité, il faut aller là-bas. Si vous tombez d'accord sur quelque chose, moi, je vais le faire, je vais l'appliquer. Lui, il sait bien que l'opposition et la majorité, si on peut parler de majorité, ne peut pas tomber sur quelque chose. C'est lui le garant. Mais lui, il ne veut pas prendre d'engagement. Et moi, je savais qu'il cherchait deux solutions. Ou bien pouvoir faire un troisième mandat pour lui, c'est ce qu'il va tenter en premier lieu. S'il ne peut pas faire, il va chercher à prendre un dauphin qu'il a choisi, qu'il va imposer par le fer et le sang, mais aussi les larmes. Et la preuve, c'est que dès le premier jour du dialogue, l'opposition a été confrontée à quoi? Le troisième mandat. Et ils sont partis se plaindre chez lui. Il a dit non, moi, ce n'est pas moi qui a posé le troisième mandat. Je n'ai pas demandé le troisième mandat. Mais les gens qui ont posé le troisième mandat, je ne peux pas leur dire de retirer ça. Et si quelqu'un demande pour moi le troisième mandat, c'est son problème. Mais moi, je ne le demande pas pour moi. Si quelqu'un le demande pour moi, bon, c'est-à-dire, bon, et le dialogue est bloqué, le dialogue ne peut pas se débloquer. Pourquoi? Comment? Il faut que l'opposition accepte pour Kazouani et ses partis de majorité d'attaquer le verrouillage des mandats. Et ça, c'est la catastrophe pour l'opposition. Ou si Kazouani accepte, il dit oui, je ne me présente pas en troisième mandat, je ne veux pas déverrouiller les clauses du troisième mandat. Et s'il le dit, ses partisans vont le laisser parce qu'ils vont être sûrs qu'il ne sera plus président. Et ils sont opportunistes, ils vont émigrer ailleurs. Ils vont chercher Biram ou quelqu'un d'autre. Ils vont dire celui-là, c'est fini. Ils vont chercher Biram ou quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il veut éviter. Il veut tenir les gens dans une prison. J'y vais pas.
Et comme ça, les opportunistes autour de lui vont toujours hésiter. Ils disent non, on ne peut pas quitter. C'est ça le problème. C'est ça le dilemme. Et lui, il veut avec ça continuer à traîner l'opposition pour que l'opposition ne fasse rien. Elle restera délabrée, elle restera en train d'espérer. Et il veut tenir aussi les gens de la majorité avec lui jusqu'au dernier jour. Et si le dernier jour il choisit, et ils n'ont plus la marche. Ils n'ont plus la marche. Ok, donc on vous remercie. Alassane Sarr Soudou Baba 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 Soudou Baba